Bonjour, Christophe Bercout-Lille. Oui, ça nous rappelle malheureusement des souvenirs parfois un petit peu douloureux. Concernant l'étude PACUDAL, qui est une étude qui a reçu un PHRC avec un beau financement de 500 000 euros. On devait recruter 2000 patients. On aurait dû recruter 2000 patients, mais pour recruter ces patients, il fallait qu'on n'ait pas d'investigateurs professionnels pour éviter les biais de sélection. Et donc, comme d'autres études, on a recruté 12 médecins, car il nous fallait 12 médecins. Sur les 12 médecins, il y en a 6 qui n'ont jamais inclus le moindre patient. Et pour les autres, les inclusions ont vite démarré, mais elles se sont vite arrêtées également, malgré les relances, malgré les newsletters, etc., etc. Et au bout de 3 ans, nous avons arrêté donc les inclusions à 320 patients sur les 2000 attendus. Alors, l'étude apporte, on n'a pas encore publié nos résultats. L'étude apporte beaucoup de renseignements. Les études ancillaires apportent également beaucoup de renseignements. D'ailleurs, il y a Michael Rochois et Jonathan Favre qui sont derrière moi et qui ont largement participé également à l'étude. Mais on a quand même effectivement été heurté par cette énorme difficulté de monitoring et de management des investigateurs, surtout quand ce sont des investigateurs qui sont des médecins de terrain. On a essayé de limiter au maximum la contrainte sur ces investigateurs, mais même en limitant au maximum la contrainte sur ces investigateurs, ça a quand même été extrêmement difficile. Actuellement, on est dans moi, je suis investigateur dans Thérapide, qui est une étude de l'Institut Pasteur de Lille. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les exigences pour les investigateurs ont fait qu'il y a les 3/4 des investigateurs, sinon plus, qui se sont barrés de l'étude rien que sur les prérequis. Et inclure des patients de plus de 50 ans non vaccinés contre la Covid, qui font des Covid symptomatiques, c'est excessivement difficile. Surtout quand les arcs derrière sont extrêmement exigeants et demandent à l'investigateur de faire un dossier papier plus un ICRF. Merci de ce témoignage qui, je crois, rejoint un constat qui est fait là à travers plusieurs études. C'est cette difficulté. On voulait peut-être malgré tout l'aborder parce que à l'échelle du temps, on constate cette difficulté d'inclure. Pendant longtemps, on a eu des modèles où les médecins généralistes, sous l'entête des coordonnateurs régionaux, tout ça, étaient les seuls finalement à contacter leurs collègues pour porter des études et faire de l'investigation. On en a rapidement trouvé les limites parce que le temps nécessaire pour accompagner des investigateurs est important. Aujourd'hui, on a de plus en plus des études où viennent participer des ARC, des TEC, qui sont budgétés sur les projets pour nous accompagner. Après, l'acculturation nécessaire sur les projets, je pense que c'est des choses que tu es en train de citer, c'est l'adéquation à la fois des personnes, l'acculturation des personnes qui viennent travailler avec nous, ou les outils, la présentation des outils qui nous sont destinés, sont un vrai sujet aujourd'hui, avec probablement, et quand on se positionne en tant que porteur de projet, une vigilance à avoir, parce que quand on est investigateur, on trouve toujours que le cahier d'investigation à remplir est trop lourd, et quand on le conçoit, on n'a forcément pas le même prisme et la même façon de regarder son projet. Je crois que ça doit tous nous faire réfléchir sur les projets qu'on dépose et la façon dont on les construit. Merci beaucoup. Je trouvais que c'était super intéressant d'avoir ces 4 projets et je pense que c'est à la fois intéressant et courageux de voir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Évidemment, ça suscite des commentaires et essayer de trouver des solutions. D'abord, moi, j'ai quand même envie de dire qu'on n'est pas obligé de faire de la recherche et qu'à un moment donné,
si les gens ne se sentent pas d'y aller, il ne faut pas qu'ils y aillent. Et à partir du moment où on oblige, enfin, entre guillemets, mais où on s'oblige à vouloir mettre un investigateur en faisant attention à ce que ce soit surtout pas un investigateur, parce que sinon on va biaiser l'étude, c'est sûr, je caricature, hein, mais c'est sûr que le verre est dans le fruit dès le départ. Hein. Il faut vraiment que ce soit que des gens qui ont envie de le faire, sinon c'est même pas la peine. Après ça, vous posez la question des métiers de la recherche et des structures d'appui. Hein. Je pense que c'est un sujet qui est entier. J'ai bien entendu l'histoire Créteil, avec la très grande difficulté qu'on peut avoir à un moment donné où on est perdu, où on est le projet perdu dans la masse des projets portés par des leaders d'un CHU et qui parlent plus fort et tout, et où évidemment les équipes d'investigation du CHU et d'appui à la recherche qui sont pas illimité non plus, elle privilégie ça. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut alerter et réfléchir. Moi, je voulais poser une question sur l'étude BPCO, là, parce que, bon, alors moi, je suis pneumologue, hein, donc évidemment, ça, c'est forcément des questions qui, elles-mêmes, sont biaisées, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir que quand même... Bon, alors quand même, un commentaire aussi sur les 30% d'échecs des PHRC qui ne recrutent pas. On essaye que ce soit moins vrai quand même, hein, et que ce soit de moins en moins vrai. Et après, je pense que ça a beaucoup changé même depuis qu'on ne donne plus l'argent au début et qu'on le donne au fur et à mesure, et que s'il n'y a pas une inclusion au bout d'un an, ça veut dire qu'il y avait un vrai sujet sur la faisabilité du projet. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, vous avez des résultats quand même, parce que certes, vous n'avez pas montré de modification entre le groupe traité et le groupe placebo sur l'efficacité, mais vous avez quand même montré quelque chose de significatif sur les effets secondaires. Donc, quelque part, le traitement par corticoïde par voie générale, on s'attend à ce qu'il y ait des effets secondaires. Hein. Et du coup, je me demande si... vous avez, pour un petit n, vous avez montré qu'il y avait une différence sur ce résultat-là. Donc, du coup, ça veut dire que probablement, c'est un résultat qui est important. Et du coup, est-ce que vous l'avez publié? Parce qu'il faut faire feu de tout bois dans ces cas-là quand même, non? Oui. Et ben, écoutez, c'est pas encore publié, mais ça va se faire très prochainement. Vous le faire? Oui, bien sûr, bien sûr. L'article est en cours de finalisation et il devrait être soumis très prochainement. Est-ce que le fait de devoir mettre les malades sous placebo, c'est un frein à l'inclusion de ces... Parce que je vois bien, hein, on a le malade devant soi, l'exacerbation de BPCO, c'est un truc un peu... voilà, on a envie d'agir vite, quoi, pour soulager les malades. Donc se dire, j'ai une chance sur deux de lui mettre un... En plus, il y a quand même une image plutôt positive de l'utilisation des corticoïdes en aigu, hein, même si vous avez raison de faire l'étude parce qu'il n'y a aucun niveau de preuve là-dessus. Ça joue, ça? Oui, très certainement, ça joue lors des réunions de mise en place qu'on a pu faire en présentiel. On a fait la majorité en webinaire, mais on avait pu en faire d'ailleurs une ici à Lille, au dernier congrès, ici. C'était ce qui ressortait, enfin certains médecins mettaient ça en avant, effectivement, de dire qu'ils étaient embêtés. Alors c'est ceux qui avaient l'habitude de déjà prescrire de la corticothérapie et donc qui croyaient plus à l'efficacité de ce traitement et qui donc étaient un peu gênés à l'idée de ne pas le faire. Donc c'est là où c'est ce qu'on appelle la sélection, enfin c'est ce que j'ai dit dans la sélection au-delà des biais de sélection, c'est-à-dire enfin des critères de sélection, c'est-à-dire que parfois le médecin généraliste il va se dire bon, celui-là, quand même, je préfère lui mettre. Donc, je pense que ça joue aussi à l'hôpital, hein, mais peut-être effectivement dans la connaissance qu'il a de son patient, dans la crainte qui va être moins surveillée. C'est pas un patient qui est dans un lit, donc voilà, il peut avoir cette crainte-là, oui. À l'hôpital, ça joue moins parce qu'on garde le malade sous la main. Hein. Ça, je pense que c'est effectivement différent. Mais du coup, le fait qu'il y ait des effets secondaires dans le groupe corticoïde, j'insiste un peu là-dessus parce que autant sur la BPCO, il n'y a pas de niveau de preuve, autant sur l'asthme, il y en a un. Et du coup, quelquefois, c'est quand même difficile de faire la différence et qu'on se dit, mais peut-être qu'il y a une part d'asthme et tout. Et donc, mais les effets secondaires, c'est un vrai sujet. Et du coup, ça peut quand même faire un peu modifier la pratique.
des docteurs qui mettent systématiquement des corticoïdes devant une exacerbation de BPCO, mais au moins faire réfléchir, quoi, et pas le mettre systématiquement. Du coup, je vous réincite à publier les résultats. Oui, on va le faire, effectivement, comme c'est un résultat surprenant, mais qui va à l'encontre de ce qui est connu dans la littérature, même voilà, si c'est sur une analyse secondaire, c'est effectivement un point intéressant à apporter. Et le fait que ça soit sur des données ambulatoires, que ça aille à l'encontre de ce qui a été montré, parce que ça a montré quand même un peu d'efficacité sur des patients hospitalisés, ça montre bien l'importance d'avoir des données issues de la médecine générale, puisque les patients ne sont pas les mêmes, et parfois peut-être que la corticothérapie va être bénéfique chez un patient BPCO hospitalisé, mais pas chez un patient qui fait une exacerbation de BPCO traité par le médecin généraliste. Sur les autres études qui ont été présentées, moi je relève les délais insupportables de mise en place sur ESU-BMG, insupportables les délais qui font que finalement les pratiques ont changé au moment où on commence l'étude. Donc ça c'est quand même un très grand signal d'alerte et enfin les délais que vous avez montrés ils sont juste incroyables. Et donc ça, je pense qu'il faut que je l'entende. Enfin, je le sais très bien. mais c'est important de le relever. Voilà. Et moi aussi, ce que je voudrais... alors, je ne sais pas, c'est pas possible partout, mais à Nantes, par exemple, il y a la clinique des données. Et la clinique des données, c'est de dire... c'est le sauvetage des essais foireux, quoi. Et c'est le sauvetage des trucs dans lesquels on a fait beaucoup d'efforts et on a dépensé beaucoup d'argent et finalement on est beaucoup déçus parce qu'on n'a pas inclus comme il fallait ou on a beaucoup de données manquantes et tout et tout. Et là, il y a quand même des gens qui sont des méthodologistes avec disons des méthodes modernes, récentes, innovantes d'analyse des résultats et de réanalyse des résultats qui, quelquefois, vous leur donnez de la boue, ils vous en sortent de l'or. Et je le dis parce que donc c'est pas forcément très répandu d'avoir appel à des équipes, de faire appel en posteriori à des équipes de méthodologistes qui souvent vous disent ah là là mais je peux rien faire parce que tout est déjà fait, voilà, il fallait me voir, il fallait que je sois là au début du protocole. Ils sont un peu en train de changer quand même et de se dire que finalement si on réaborde les données qui existent et dont on dispose différentes, eh ben on peut en extraire quelque chose d'intéressant et parfois de lumineux. Oui, en effet, on est là, on est en train de faire le gel de base, on a fini à peu près le monitoring, donc en effet, je pense qu'on pourra quand même le valoriser en étude pilote et qu'on aura des données intéressantes parce que les clusters entre les groupes sont bien équilibrés, mais voilà, on pourra en effet faire appel à une imputation de données manquantes ou des choses comme ça, si besoin, oui. J'ai une question pour les deux dossiers qui ont traîné. Quelle est la part de l'enveloppe qui a été consommée pour le projet numéro 1 et le projet numéro 2 ? Pour le projet numéro 2, pour les UBMG, de toute façon, le versement est par tranche, donc on a consommé les tranches qu'on avait, mais je crois qu'il reste encore un peu. Genre, j'ai pas regardé les éléments budgétaires avant, je dois avouer, mais comme le versement est par tranche, finalement, on n'a pas encore les dernières tranches qui sont que le CHU touche quand on va geler la base définitivement, et donc voilà. Mais oui, mais est-ce que tu pourrais nous dire si les tranches sont liées à l'activité ou à la temporalité ? Elles sont liées à l'activité. D'accord. Et là, on a réussi à négocier. D'ailleurs, on a réussi à plaider notre cause et à avoir une tranche, je ne sais plus laquelle, on n'avait pas pu avoir forcément celle à 50% d'inclusion parce qu'elle était complètement inatteignable, mais on avait quand même pu argumenter auprès de la DGOS qu'on avait inclus quand même, que les pratiques avaient changé, qu'on avait décrit ce changement des pratiques et valorisé, et donc ça avait permis de toucher un peu plus, une tranche en plus. Une question devant. Donc bonjour, Jonathan Favre de Lille. Donc déjà un petit mea culpa de ma part parce que je pense que j'ai dû faire partir d'investigateurs qui n'ont pas inclus, mais j'ai été jeune et je pensais effectivement, comme vous l'avez bien dit, que la prévalence des pathologies était beaucoup plus importante dans ma patientèle que ce qu'elle s'est avérée être. Et donc il y a ce problème d'étude de la prévalence des pathologies en médecine générale et de pouvoir se projeter dans une étude sur la prévalence attendue chez ces investigateurs, et c'est un gros problème pour lequel effectivement on manque de données, on en a parlé dans d'autres sessions, sur que voient les médecins généralistes en consultation. Et ça, effectivement, quand on est jeune ou quand on n'a pas de recul sur sa patientèle, on peut parfois faire des erreurs en voulant participer à une étude qui finalement n'est pas pour nous.
Donc c'est un vrai problème. Et la deuxième, plus la question sur la valorisation pour les médecins généralistes du fait d'être investigateur dans une étude. Alors on a le financement à l'inclusion qui existe, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui est présent. Mais par contre, est-ce qu'il y a des travaux, des revendications pour valoriser ça, par exemple dans la ROSP, ou par d'autres moyens qui permettent aux médecins, alors au-delà peut-être des MSPU qui, je pense, auront des financements pour ça, mais comment valoriser cette implication du médecin généraliste dans sa pratique quotidienne? En l'absence de l'assurance maladie pour valoriser dans la ROSP, c'est difficile de se positionner, mais je pense que le sujet est là, c'est d'avoir des gens qui sont de façon pérenne investis dans la recherche. Et ça, du coup, j'aurais volontiers poser la question à Julien. On a une expérience d'une étude qui a largement inclus, où les 97% des acteurs étaient actifs. Est-ce qu'ils ont fait uniquement cette étude-là? Est-ce qu'ils ont pu être sollicités sur d'autres études? Est-ce qu'en gros, c'est un réseau qui a eu d'autres activités? Dans quelle proportion? Oui, alors c'est un réseau. On a bénéficié en fait des plantages précédents. Nous, on est arrivé en 2016. Il y avait déjà une expérience en fait du réseau, et on était avec des investigateurs expérimentés. L'étude Cacao, par exemple, qui avait inclus. Et comme pour Cacao, il y a eu une phase observationnelle qui s'appelait Nous FOPA, avant tapage, et donc qui a permis de vérifier un certain nombre de choses. Parce que tu as dit en introduction qu'il fallait absolument faire des essais randomisés. Ah non, c'est Mathieu qui disait ça. Mais les études observationnelles, et notamment les cohortes larges nationales, amènent vraiment beaucoup d'informations qui n'amènent pas un essai randomisé. Donc je pense que les deux choses vont l'un et l'autre. Et après, dans le choix d'une thématique ou une problématique, moi j'ai eu la chance de travailler sur l'Observatoire de la médecine générale, du recueil en continu, qui permet aussi d'avoir une idée de est-ce que le problème de santé il est vu 2 fois, 5 fois, 20 fois, 30 fois par un médecin. Donc je pense que voilà, bien définir son projet sur une thématique avec des données d'observation, et donc on attend avec impatience un observatoire, parce que c'est vraiment les deux dispositifs moi que j'ai vu qui fonctionnent. C'est un observatoire de recueil en continu, ça alimente et on peut vraiment travailler l'épidémiologie clinique fine, et puis un réseau d'investigateurs expérimentés avec la structure pyramidale que moi j'ai vue à l'œuvre. Alors est-ce qu'on peut faire mieux avec des professionnels, parce que là ça basait sur des médecins généralistes par ailleurs, hein, et qui de confrère à confrère s'investissaient dans un réseau de chercheurs. Donc peut-être qu'un personnel supplémentaire, bien sûr, ça amènerait quelque chose. Et ce serait peut-être moins cher, parce que le coût, quand même, est assez impressionnant et mal évalué par les relecteurs de projets. Hein. Et à chaque fois, ils se disent « mais non, mais c'est un coût exorbitant ». Or, vraiment, c'est nécessaire pour. Et donc, voilà, de bénéficier d'une étude observationnelle avec pratiquement les mêmes investigateurs, hein. Ils savent que l'étude qu'on leur vend, elle est faisable. Alors après, il se trouve que quand on les met en essai randomisé sur une intervention, on a vu un petit effet hauteur. On s'attendait à 35%, ce qu'on avait vérifié l'année d'avant, hein. Donc on a essayé notre calcul de sujet nécessaire sur une observation, et finalement on les a mis en mouvement, et on n'est pas retombé sur les mêmes chiffres. Donc c'était un petit peu la limite, mais vraiment là, oui, un réseau expérimenté, ça permet de faire des choses. Ça coûte par contre cher. Et il faut que les évaluateurs l'entendent. Oui, Cédric, je t'en prie. J'avais une remarque. En fait, je suis responsable d'un réseau d'investigateurs, et une des difficultés, en fait, ce que je vois qui donc a marché, c'est cette idée un peu pyramidale avec le fait d'identifier des coordinateurs locaux qui vont ensuite diffuser, et peut-être que même on peut identifier identifier au sein des maisons de santé des référents recherche qui vont diffuser au sein de la maison de santé, et on peut commencer à imaginer une sorte de territoire un petit peu autour d'influence des maisons de santé. Mais en fait, il faut le financer, tout ça. Et ça, c'est vrai que les coordinateurs locaux, on a l'impression qu'il faut aller chercher cet argent-là. Et donc, c'est assez compliqué. C'est pas dans les habitudes de financer un par un des coordinateurs locaux. Disons qu'il y a
une modélisation qui nous reste à trouver. Quand tu fais référence à la modélisation qui reposerait sur des maisons de santé, j'ai en tête, lors d'un congrès précédent, France Légaré qui nous expliquait comment, au Québec, leur réseau repose sur des équipes de type maison de santé, au sein desquelles on a un bureau recherche avec un personnel recherche sur site. Et le critère pour dire que le dispositif fonctionne pour France Légaré, c'est que la personne qui travaille dans le bureau recherche, c'est-à-dire l'ARC ou le TEC dédié à la maison de santé, soit invité au sapin de Noël en fin d'année. C'est-à-dire qu'il soit authentiquement un personnel de l'équipe et pas quelqu'un finalement d'un peu étranger qui passe des coups de fil ou qui envoie des mails, mais qui en fait n'est pas un acteur en tant que tel de l'environnement des soins infirmiers. Une dernière question, puis on passera à la deuxième partie, oui. Bonjour, Christelle Blanc-Bisson de Bordeaux. Merci pour les projets que vous avez présentés qui reflètent bien la faisabilité des études que nous avons, tant sur les aspects positifs qui nous permettent d'aboutir à des essais que les écueils qui sont rencontrés. Je pense que nous avons des projets avec des justifications et des projets pertinents, avec des études, des équipes de méthodologie qui nous aident à monter des beaux projets. Je pense que maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure avec des équipes de terrain, des ARC et des TEC, comme vous le mentionniez, dans des maisons de santé qui nous aident à inclure les patients et à recueillir des données de qualité parce que le médecin investigateur ne peut pas à lui tout seul faire la recherche et il a besoin d'aide dans ces maisons de santé, dans ces cabinets. Et je pense que c'est la prochaine étape à laquelle il faut qu'on s'attache. Merci.